Votre fille est vivante. Un garçon noir sans abri révèle un secret qui choque le milliardaire. La pluie s'était arrêtée quelques heures seulement avant le début des funérailles. Le ciel, toujours gris et lourd, semblait refléter le poids insupportable dans la poitrine de Gregory Wellingham. Le milliardaire, autrefois salué comme un génie du capital risque, se tenait maintenant complètement immobile dans son costume sombre fait sur mesure, ses mains tremblant à ses côtés. Devant lui gisait l'impensable, son unique enfant, sa fille de 7 ans, Lily, immobile dans un cercueil doublé de satin ivoire. Sa robe crème était lisse comme de la soie, et une délicate couronne de fleurs reposait sur ses cheveux dorés. Elle ressemblait plus à une poupée qu'à quelqu'un de parti. Mais elle était partie, ou du moins, ils le croyaient tous. Gregory n'avait pas prononcé un mot depuis la veille, lorsqu'il l'avait ramenée de l'hôpital. Il avait signé les papiers de libération avec une main qui bougeait à peine, son visage figé comme la pierre. Les mots du médecin avaient résonné sans fin depuis. « Je suis désolé. Nous n'avons rien pu faire. » Son cœur s'est arrêté à 15h17. Cause du décès. Arythmie soudaine due à une malformation non diagnostiquée. Mais Gregory ne l'avait jamais vraiment accepté. Maintenant, debout dans le mausolée privé du domaine Wellingham, les murs résonnant de murmures et de sanglots retenus, il ne pouvait s'empêcher de fixer son visage, ses genoux manquaient de fléchir. Puis vint le bruit, des pas doux et lents. Tout le monde se tourna. Un petit garçon poussiéreux, pas plus de 6 ans, entra par l'arche de marbre poli. Il était noir, pieds nus, sa peau cendrée de poussière, et sa salopette bleue collait à sa mince silhouette. Un pendentif en forme de cœur se balançait sur sa poitrine. Il n'avait pas de veste, pas d'adulte le tenant par la main, et il n'était pas à sa place. Mais ses yeux profonds et avertis, se fixèrent sur le corps de Lily. Le frère de Gregory s'avança pour l'intercepter. Et, qui a laissé cet enfant entrer? C'est privé. Mais avant que quiconque ne puisse bouger, le garçon marcha droit vers le cercueil. Il plaça doucement sa petite main sur celle de Lily. Ses doigts tremblaient en la touchant, comme s'il sentait quelque chose que personne d'autre ne pouvait. Gregory s'avança vers lui, interloqué. « Attends, qu'est-ce que tu fais ?» Le garçon ne leva pas les yeux. « Elle n'est pas morte, dit-il. » Sa voix était calme, mais elle portait. Elle coupa toutes les conversations et aspira l'oxygène de la pièce. Les invités haltèrent. Une femme laissa tomber son mouchoir. Le majordome recula en trébuchant. Gregory cligna des yeux. « Quoi ?» Le garçon leva les yeux vers lui cette fois, les fixant. « Elle n'est pas morte. »« Pas vraiment. »« Pas encore. »« Qui es-tu » cria quelqu'un. « Où sont tes parents ?» Mais le garçon regarda simplement Lily. Il ne bougea pas. Elle respire, mais vous ne le voyez pas. Son cœur est lent, mais il n'est pas parti. Le docteur Mason Rudd, l'homme aux cheveux blancs en chemise bleue debout derrière la foule, devint pâle. C'était lui qui avait signé le certificat de décès. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il. « Ça, le connaissez-vous » demanda Gregory, s'approchant du docteur. Le docteur Rudd hésita. « Non. Je n'ai jamais vu ce garçon. » Mais ses doigts tressaillirent. Ses yeux ne rencontrèrent pas ceux de Gregory. Le garçon fouilla dans sa poche et en sortit quelque chose. Un petit sifflet en bois sculpté à la main, pas plus gros qu'un doigt. « Elle m'a donné ça, dit-il, à la fontaine 2 jours avant le voyage scolaire. Elle m'a dit que c'était magique. » Le cœur de Gregory manqua un battement. Lily lui avait parlé du garçon avec un collier qui sculptait des jouets à partir de bouchons de bouteilles et de bâtons. Il pensait qu'elle parlait d'un camarade de classe. « Elle m'a trouvé endormie sous le banc, » ajouta le garçon. « Elle m'a donné du pain. Elle a dit qu'elle dirait à son papa de construire une maison pour les enfants comme moi un jour. » Des larmes montèrent aux yeux de Gregory. « Mais je l'ai vu s'effondrer au musée, » continua le garçon. « Personne n'a écouté. Ils m'ont repoussé. » La voix de Gregory se brisa. « C'était toi. » Le garçon hocha la tête. Ils l'ont emmené en vitesse, et le vieil homme aux cheveux blancs, il désigna le docteur Rudd. Il a dit qu'elle était partie. Mais j'ai touché sa main. Elle était encore chaude, et elle a murmuré, à peine. « Ça suffit, » claqua Rudd, maintenant en sueur. « Cet enfant fait une scène. » Gregory se tourna brusquement. « Non, Mason. Vous m'avez dit que son cœur s'était arrêté, mais vous avez refusé un deuxième avis. Vous m'avez dit de l'incinérer avant le matin. » Elle était partie. C'était le protocole standard.
Alors pourquoi son corps était-il encore chaud 1 heure plus tard? Silence. Tous les yeux se tournèrent vers le cercueil. Le garçon plaça le sifflet sur la poitrine de Lily et ferma les yeux. Elle a dit qu'elle reviendrait si quelqu'un croyait assez fort. Grégory s'avança lentement, tremblant. Il regarda à nouveau sa fille et remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Une seule goutte. Une larme, peut-être? Pas de sueur ni de respiration. Il se figea. Est-ce qu'elle vient d'eux? Tout le monde haleta. Mais avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse se produire, le garçon s'effondra à côté du cercueil. Au secours! Grégory se laissa tomber à genoux, la panique s'installant, et juste à ce moment-là, juste avant que tout ne s'écroule, une petite brise traversa la porte ouverte. La couronne de fleurs de Lily se déplaça, mais ses lèvres bougèrent. Des halètements résonnèrent dans le hall de marbre. Grégory ne bougea pas. Il ne pouvait pas. Son cœur battait la chamade alors qu'il fixait le visage de sa fille. Ses lèvres avaient bougé. Pas une fois, pas imaginé, il l'avait vu. Et pour un homme qui faisait des milliards grâce à la logique, aux données et à la raison, rien dans son monde ne pouvait expliquer ce à quoi il assistait. Il se tourna vers l'invité le plus proche. « Avez-vous vu ça » s'étouffa-t-il. « S'il vous plaît, dites-moi que je ne deviens pas fou. » Je pense qu'elle. Bégaya une personne en deuil, les yeux écarquillés par la peur. Avant que quiconque ne puisse répondre, Grégory tomba à genoux à côté du garçon qui s'était effondré. L'enfant respirait encore, mais faiblement. Grégory le souleva doucement, tenant le corps frêle dans ses bras. La peau du garçon était chaude, son front humide. « Apportez-lui de l'eau, des couvertures, maintenant !» ordonna Grégory. Les invités, toujours sous le choc, se mirent en action. Le personnel se précipita pour apporter des serviettes et une trousse de premier secours. Mais Grégory ne les regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur sa fille. Sa poitrine se souleva doucement, lentement, puis à nouveau. « Elle respire », murmura-t-il. La voix du milliardaire se brisa, et cette fois, il n'y avait plus de doute. Les funérailles devinrent une frénésie. Quelqu'un s'évanouit. Un autre laissa tomber son verre. Mais Grégory n'avait pas le temps pour le chaos. Sa fille était vivante. « Appelez les urgentistes maintenant », rugit-il. « Et appelez quelqu'un qui n'est pas lui. » Il pointa directement le docteur Mason Rudd, l'homme aux cheveux blancs figé contre le mur, maintenant visiblement tremblant. La voix du docteur Rudd était à peine audible. « Grégory, je jure qu'elle était partie. Elle n'avait pas de signes vitaux, pas de réaction à la lumière, pas de pouls. Vous avez signé son certificat de décès, » tonna la voix de Grégory. « Vous m'avez dit de l'incinérer ce matin. Ma petite fille. » Je suivais le protocole, balbutia Mason. Ces signes vitaux étaient illisibles. Nous étions sous pression. Les lits devaient être libérés. Le sang de Grégory se figea. Il savait exactement ce que cela signifiait. L'hôpital était surpeuplé. Il se souvint des murmures d'une réunion privée entre les membres du conseil sur la rotation des lits et la priorisation des ressources. Mason l'avait expédiée à travers le système comme si elle était un dossier, pas un enfant. « Vous l'avez presque enterrée vivante », grogna Grégory. Le garçon s'agita dans ses bras, murmurant faiblement. « Le rêve. Je l'ai vue. Elle n'était pas prête. J'avais juste besoin de la ramener. » Grégory le regarda. « Comment t'appelles-tu » Le garçon cligna des yeux. « Jess. »« Comment savais-tu » demanda Grégory, la voix tremblante. « Comment savais-tu qu'elle n'était pas vraiment partie » Jess pointa faiblement son pendentif, le médaillon en forme de cœur. « Elle me l'a donné quand j'avais froid. Elle a dit que ça me protégerait. J'ai prié avec ça la nuit dernière et je l'ai vue seule en train de pleurer, suppliant que quelqu'un l'entende. » Grégory ne put retenir ses larmes plus longtemps. Ce garçon, cet enfant sans abri poussiéreux avait vu ce que tous les médecins, toutes les machines, toute la richesse et la connaissance du monde n'avaient pas vu. L'ambulance arriva en quelques minutes. Les urgentistes se précipitèrent, stupéfaits, pour trouver l'enfant décédé maintenant avec un pouls et de la chaleur dans sa peau. Lily fut soigneusement transférée sur la civière, et Jess fut placée sur une autre à côté d'elle. À l'hôpital, une équipe de spécialistes découvrit que Lily avait souffert du syndrome de Lazare, une maladie rare où quelqu'un semble cliniquement mort, mais retrouve ensuite sa circulation sans intervention. Le phénomène est si rare que de nombreux médecins le considèrent comme impossible,
Mais il était réel, et sans Jess, elle aurait été enterrée vivante. Plus tard dans la soirée, Grégory était assis au chevet de Lily. Ses doigts tressaillirent à nouveau. Ses yeux s'ouvrirent en papillon. « Papa » murmura-t-elle. Il s'effondra complètement. Il sanglota sur sa main, chuchotant « Je suis là, bébé. Je ne t'ai jamais quitté. Je suis là. » À côté d'elle, dans un autre lit d'hôpital, Jess dormait, propre, au chaud, en sécurité. Grégory s'approcha et s'assit doucement à côté du garçon. « Tu l'as sauvée. Tu as sauvé toute ma vie, » dit-il doucement. « Et je te le promets. Tu n'auras plus jamais faim ni froid. » Jess sourit faiblement sans ouvrir les yeux. « Elle m'a dit que vous diriez ça. » 3 semaines plus tard, l'histoire a fait les gros titres mondiaux. La fille d'un milliardaire ramenée du bord de la mort par un garçon qui n'avait rien. Grégory a officiellement adopté Jess, créant la fondation Lily et Jess, une organisation à but non lucratif dédiée aux soins des enfants abandonnés et sans abri. Et le docteur Rude, il a démissionné de honte, faisant face plus tard à des poursuites judiciaires pour négligence médicale. Mais rien de tout cela n'importait plus à Grégory, car il avait appris quelque chose qu'aucune entreprise d'1 milliard de dollars ni aucun conseil d'administration ne lui avait jamais enseigné. Parfois, les miracles les plus puissants viennent des âmes les plus négligées. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé et de cliquer sur le bouton s'abonner pour plus de récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires, d'où dans le monde regardez-vous? Nous aimons avoir de vos nouvelles. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils, restez curieux et continuez de regarder.